Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de mon petit mois autour de l'afro-fantasy et on va parler des filles de la chance de Nicola Davis. Les 2 dernières semaines, j'ai débriefé avec la team Dispoise et aussi avec Delphine de A Song of Wrath and Ruin, je sais plus de qui c'est. Mais bon, soit dit en passant, j'ai vu qu'il allait être publié par De Saxus. Je sais pas quand il sort, mais voilà, si le roman vous intéresse, je vous passe l'info. C'est gratuit. Et on a également débriefé 200 et de rage avec la team Dispoils. Et c'est selon moi un roman simple mais efficace. Enfin bref, je vous parle pas plus des 2 derniers romans parce que on les a déjà débriefés. Je vous mets la playlist dans le petit i qui est quelque part par là. Et je vous mets également les liens vers les débriefs en barre d'infos. Bref. Revenons sur les filles de la chance. De base, j'ai lu le roman parce que j'avais vu les stories de la bookchiese, de Bookelae et de Ness Books, deux comptes qui sont plus trop actifs en ce moment, mais bon, passons. Donc j'avais vu leur story en juin, juillet, quelque chose comme ça, et ça parlait de l'absence de promotion vis-à-vis de ce livre par une maison d'édition dont j'ai oublié le nom. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, il y avait genre un lecteur sur Babelio et il y avait 0 critique, ce qui était un peu bizarre parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que le livre était sorti, donc c'était un peu chelou. Et du coup je me suis dit que j'allais lire vu que je savais pas trop quoi lire après The Black Kids. J'ai lu le synopsis, ça me plaisait pas mal, je me suis dit que j'avais rien à perdre, donc du coup je l'ai acheté. Je sais que de base, j'avais dit que j'allais faire un vlog et le commenter genre petit à petit pendant ma lecture. Mais c'était trop pour moi. Genre, c'était vraiment un gros fail du coup cette tentative parce que j'étais trop à fond dans la lecture. Et en fait, j'avais la flemme de m'arrêter et après filmer un peu mon avis et quoi que ce soit. Donc j'ai juste tout lu d'une traite, j'ai un peu pris des notes, etc. Et après, j'ai plus jamais parlé de cette lecture à part en story, ce qui est très triste. Mais je profite de ce petit mois autour de l'afro-fantasy finalement pour enfin faire le débrief que j'ai dit que j'allais faire en genre juin. Bref, du coup, faites comme moi, prenez votre thé ou votre café, un truc à grignoter et on y va. Alors déjà, gros trigger warning, agression sexuelle et trafic d'humains, parce que l'intrigue rentre direct dans le vif du sujet. Du coup, quand j'ai lu le synopsis, j'avais un petit doute, je me demandais si la maison d'hospitalité c'était une maison close ou si c'était un orphelinat un peu chelou, mais quand j'ai lu le prologue, j'avais plus aucun doute, ça a répondu direct à ma question. À chaque page, j'étais en mode ok, bon, c'est une maison close avec des enfants à l'intérieur. Great. Pour faire court, on a des maisons d'hospitalité qui achètent des filles à leurs parents, des familles qui sont généralement très très pauvres, et les parents pensent offrir à leur enfant une vie un peu moins misérable, ou en tout cas faire en sorte qu'elle n'ait plus faim. Mais déjà là, j'étais en mode gros bullshit parce que c'est une maison close en fait, la maison d'hospitalité. Et même si toi, en tant que petit papa, tu vas pas à la maison d'hospitalité, peut-être, on sait jamais, hein, c'est possible. Donc imaginons que toi, tu n'y vas pas, t'as sûrement un pote qui y va, ou peut-être que t'as déjà entendu des rumeurs par-ci par-là qui disaient que les maisons d'hospitalité c'était des maisons closes en fait. Donc bref, t'as juste vendu ta fille, mais bref. Du coup, jusqu'à leurs 16 ans, les filles sont un peu des femmes à tout faire. Et après, une fois qu'elles ont passé cet âge, elles deviennent des prostituées, clairement. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme dans toutes les maisons closes, on a une maquerelle. Ici, c'est Mère Fleur. Et Mère Fleur est en charge de faire en sorte que la maison d'hospitalité roule sur de bonnes rails, quoi, clairement. Elle a pas le temps. Et dès qu'il y a un faux pas, elle va punir les filles avec des terreurs. Les terreurs, si j'ai bien compris, ce sont des hommes qui se nourrissent de la peur des filles et de leur âme. C'est un peu des détraqueurs, comme dans Harry Potter, sauf que là on appelle ça des terreurs, mais clairement c'est le même principe. Et pour ajouter un peu plus au malheur des filles de la chance, on apprend qu'elles sont maudites. Donc à leur arrivée dans la maison d'hospitalité,
on leur tatoue en fait une fleur tout au long du cou, et si elles cachent cette fleur, leur peau commence à brûler, et plus la fleur reste longtemps cachée, et plus ça les brûle, jusqu'au moment où elles peuvent s'évanouir, même mourir en fait. Donc du coup elles peuvent pas s'enfuir, et ça permet également, si elles essaient de s'enfuir sans cacher la fleur, que les gens se rendent compte que c'est une fille de la chance et qu'elle a rien à faire dans la rue comme ça, sans terreur derrière elle ni quoi que ce soit. Enfin bref, c'est vraiment pas fun la vie dans une maison d'hospitalité, mais on fait tout pour faire croire aux filles qu'elles ont de la chance. Et dans cette petite histoire, on va suivre Clem, qui fête ses 16 ans, et elle va être introduite aux filles du crépuscule. Donc c'est celles qui divertissent les hommes tout au long de la nuit. En gros, ce sont les prostituées, quoi. Et Clem sait absolument pas ce qui l'attend pour sa première nuit en tant que fille du crépuscule. Et c'est assez horrible parce que dès les premiers paragraphes, moi j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Et clairement, toutes les personnes autour d'elle savent ce qui va se passer. Mais personne lui dit, on lui dit qu'elle doit être honorée de vivre ça, que son stress c'est de l'excitation, qu'elle n'a pas besoin de s'en faire, etc. Enfin, on lui retourne un peu le cerveau. Et il n'y a que finalement sa sœur Esther qui veut la protéger. Mais d'un autre côté, pas vraiment lui expliquer en fait ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas le droit de parler de son taf en tant que fille du crépuscule. Donc elle va lui donner des conseils par-ci par-là, mais sans trop lui dire ce qu'il en retourne. Mais voilà, manque de bol dans toute cette chance. Mais Clem va accidentellement tuer un homme, et ça c'est dit dans le synopsis, hein, pas d'inquiétude, c'est pas un spoil. Le truc c'est que même si la mort est accidentelle, en fait ça condamne tout de même Clem à mort. En fait t'as tué quelqu'un, donc tu dois mourir. Et sa grande sœur Astor, elle est pas prête à accepter ça, elle veut pas voir sa petite sœur mourir, ce qui est normal. Et du coup elles vont fuir toutes les deux la maison d'hospitalité avec 3 autres filles, et elles vont tenter de rejoindre une région où elles seront un peu plus en sécurité, ou en tout cas où il n'y a pas de ce genre de trafic avec des jeunes filles. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé ce roman intéressant, c'est qu'on va pas seulement parler de leur quête de liberté, on va aussi parler de comment leur vie à la maison d'hospitalité les a affectées psychologiquement et mentalement. On voit qu'elles ont des traumas, qu'elles sont énervées, qu'elles ont du mal à faire confiance, et même qu'elles ne savent pas vraiment où elles vont avec leur vie, ou ce qu'elles attendent de la vie tout simplement. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est qu'on utilise les différents personnages pour nous montrer que c'est pas parce qu'on a un trauma qui est similaire qu'on va réagir de la même façon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on a le personnage d'Aster qui est très énervée. Elle attend vraiment le bon moment pour se rebeller, et elle a un seul objectif, c'est de se venger. Et en face, on a Violette, et Violette c'est totalement son opposé. Elle, on la présente comme la favorite en fait de la maison d'hospitalité. C'est vraiment une fille qui dit être fière d'être une fille de la chance, elle est fière de sa position, et dès qu'elle le peut en fait, elle fait vivre un cauchemar aux autres filles. Bref, en vrai, c'est une grande foirée, tu vois, Violette. Et la façon dont on va nous présenter Aster et Violette, on peut avoir l'impression qu'Aster est affectée par la situation, ce qui nous semble assez normal, parce que voilà, elle n'est pas forcément ravie d'être prostituée de force. Et de l'autre côté, on a Violette qui, elle, semble, et je dis bien qui semble, profiter finalement de la situation, vu qu'elle martyrise les filles au passage. Alors que non, à la fin de la journée, Aster et Violette, ce sont toutes les deux des victimes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec l'autrice, c'est qu'elle nous montre qu'on ne peut pas attendre des victimes d'abus sexuels de se comporter comme on imagine qu'une victime devrait se comporter. Il n'y a pas finalement de bon comportement à avoir, chacun se défend comme il le peut, avec les armes qu'il a, et en fait chacun fait ce qu'il peut quoi. Ce que j'ai aussi grave surkiffé avec ce livre, c'est que il est question d'entraide féminine. C'est super rare, donc je pense qu'il faut le remarquer. Donc c'est vrai qu'au début du roman, on avait Violette qui était clairement une petite enfoirée, parce que dès qu'elle le peut, elle dénonce ses camarades pour qu'elle soit punie, genre c'est clairement ce qui l'a fait kiffer. Mais en fait cette partie elle concerne 1 ou 2 chapitres, vraiment pas plus, c'est pas le cœur du roman. Et une fois que les filles ont quitté la maison d'hospitalité, elles apprennent à se connaître, elles apprennent à se faire confiance, et elles apprennent à s'apprécier les unes les autres en fait, et à faire avec les différences de chacune. Alors que, je sais pas pour vous, mais moi souvent j'ai remarqué que lorsqu'il y a des intrigues avec des personnages majoritairement féminins, je m'attends à avoir du drama. Je m'attends à ce qu'il y ait du crépage de chignon, je m'attends à ce qu'il y ait des piques, je m'attends à ce qu'il y ait des trahisons. Et là, en fait, c'était
pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. Et ça faisait du bien en fait de voir autre chose. Déjà on a l'entraide entre Clem et Aster, mais cette entraide-là elle est plus ou moins logique parce qu'elles sont sœurs, parce qu'elles s'entendent bien, elles se sont toujours serrées les coudes, donc ça surprend pas en fait de voir que Aster essaie de protéger sa sœur, quitte à mettre sa propre vie en danger. Ça n'a pas de surprise. Par contre, il y avait une entraide qui n'était pas du tout évidente, c'est l'entraide entre Violette et les autres filles du groupe, parce que Violette s'entend pas du tout avec Aster, qui est l'autre personnage fort du livre. Elle n'est pas forcément amie en fait avec Clem non plus, donc c'est un peu plus compliqué de voir comment une entraide a pu voir le jour entre Aster et Violette, parce que c'est vraiment le jour et la nuit ces deux personnages, mais malgré ça, elles trouvent le moyen de s'écouter et de se soutenir. Et vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient juste trop mignonnes, où elles se confient l'une à l'autre, où elles expliquent un peu leur passé, etc. Et c'était vraiment juste trop cute, enfin, j'ai trop kiffé ces moments-là. Autre point que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'homme, genre un homme sur son cheval blanc qui vient les aider, ni quoi que ce soit, il n'y a pas du tout ça. Il y a un homme dans l'histoire, je sais même plus comment il s'appelle pour dire la vérité, mais il y en a un, mais il n'est pas là pour les sauver en fait. C'est pas un super-héros, c'est pas un prince charmant, c'est juste un gars qui croise leur route et qui peut se montrer utile de temps en temps, c'est vrai. Il peut les aider à sortir de situations un peu dangereuses, mais on n'entre pas dans le cliché, c'est pas un homme avec une force extraordinaire dont les filles vont peut-être pouvoir se passer ni quoi que ce soit, pas du tout. C'est un gars qui a ses qualités, il peut être utile, mais on montre à plusieurs reprises que les filles sont bien capables en fait de s'en sortir sans lui, qu'elles aussi, elles ont leurs qualités, qu'elles sont pas bêtes, en fait c'est pas des pains beiges comme ça qui attendent qu'un gars vienne les sauver, pas du tout. Et d'autant plus que on nous explique tout au long du roman qu'elles ont survécu des années dans la maison d'hospitalité sans homme en fait, sans qu'aucun homme vienne les aider, même leur père les a vendus, donc en vrai elles n'ont pas besoin d'hommes. Et ce gars-là vient pas non plus les sauver, juste il les aide quand il peut les aider. Donc ouais, j'ai grave apprécié qu'on rentre pas dans le cliché. Et j'en profite pour préciser, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de romance, comme quoi c'est possible en fait d'écrire un roman young adulte sans mettre une romance. En fait je précise parce que je suis en train de mentir, il y a une romance, mais en fait la romance elle est anecdotique, c'est-à-dire que les filles sont pas là pour se trouver un mari, elles sont pas là à la recherche de l'amour ni quoi que ce soit, pas du tout. Elles sont là pour se reconstruire, elles sont là pour leur liberté. Et justement, je trouve que si on avait mis une romance qui se focalise... Enfin, si on avait fait une intrigue qui se focalisait que sur la romance, en fait, si on avait fait un peu comme l'année de grâce, je sais pas si vous l'avez lu, mais ça aurait été grave déplacé, puisque les filles, elles sont là, elles ont été martyrisées par des hommes. Il y a des hommes qui sont en train de les poursuivre pour les tuer. Donc si tout avait finalement tourné autour de la romance, bah, ça aurait été un peu vide de sens, en fait. Mais d'un autre côté, on a quand même une histoire d'amour, dans le sens où les filles apprennent de nouveau à s'aimer, elles apprennent à se connaître, à s'apprécier les unes les autres, elles apprennent à se respecter, et du coup elles apprennent aussi à aimer la vie et le monde dans lequel elles vivent. Donc moi je trouve que c'est déjà un programme bien chargé. Je sais pas pour vous, mais ça fait déjà beaucoup à faire dans un seul roman, donc on n'a pas besoin d'ajouter à ça un mari. Et la dernière chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que le personnage principal, il est noir. Et j'ai envie de dire, comme on peut le voir sur la couverture, la meuf elle est noire, elle porte un afro, etc. Donc si vous n'avez pas capté qu'elle était noire, c'est pas de la faute de la couverture. Mais c'est pas pour autant en fait qu'elle évolue dans un univers où tout le monde est noir. Alors ça je sais pas si c'est le cas dans toutes les afro-fantasy, puisque j'en ai lu pas beaucoup, mais en tout cas dans A Song of Wrath and Ruin et dans De sang et de rage, tous les personnages sont noirs en fait, et l'intrigue elle se déroule sur le continent africain, quelque chose qui ressemble en tout cas au continent africain. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est pas du tout le cas. Ou en tout cas, si c'est le cas, on ne le dit pas sur toutes les lignes. On ne le dit pas à chaque paragraphe. Et c'est cool en fait parce que on a un personnage principal qui est noir, mais en fait, c'est pas pour autant que tous les autres sont noirs. Il y a des personnages qui sont blancs, il y a des personnages qui sont noirs, il y a des personnages qui sont asiatiques. C'est juste que la couleur n'est pas un problème. Dans tous les cas, j'ai bien aimé que ce soit pas un point sur lequel on se concentre, mais que ce soit juste un fait avec lequel on doit faire avec, genre juste deal with it. Et je sais pas, mais j'ai vraiment trouvé que c'était rafraîchissant de pouvoir faire coexister des personnages blancs et des personnages noirs dans une intrigue sans qu'on parle d'esclavage ou de discrimination, ou que le personnage noir soit
l'acolyte du personnage blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce livre, c'est vraiment une pépite. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Perso, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, je pense. En tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, ça c'est sûr. C'est pas un livre, je pense, vers lequel je me serais dirigée comme ça, si j'avais pas vu les stories ni quoi que ce soit, mais j'avoue que c'était une belle découverte et il méritait beaucoup plus de pub ou en vrai qu'on fasse juste sa promo, tout simplement. Même, on n'est même pas au-delà du plus de pub, on est juste, il méritait de la pub, il méritait qu'on le promeut à sa sortie. Même si l'histoire elle est assez simple, on parle quand même d'une quête de liberté, c'est une troupe qu'on trouve assez souvent. C'est pas révolutionnaire, on va pas mentir, mais je trouve que l'autrice, elle a quand même cherché des éléments qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir. On a des filles qui se crèvent pas de chignon, on a un homme qui est pas là pour les sauver, c'est pas le prince charmant, et puis on nous questionne aussi sur notre regard vis-à-vis des personnes victimes de viol. Donc, je sais pas, enfin, faut le lire, faut en parler. Et même si moi j'en parle genre 4 mois plus tard, je confirme, c'est vraiment un livre que j'ai kiffé. Et jusqu'à maintenant, les personnes à qui je l'ai recommandé ont kiffé. Donc, lisez-le. Bref, du coup, dites-moi si vous comptez le lire, si l'intrigue vous plaît. Et si vous l'avez déjà lu, bah dites-moi quel est votre personnage préféré et ce que vous avez bien aimé dans ce roman. Je suis grave curieuse de savoir un peu les retours de chacun. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sûrement que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, comme d'hab, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes secrets. Tchuss!